Good Morning Business, présenté par Stéphane Pedrazzi. Bientôt 7h, ravi de vous retrouver ce matin sur BFM Business et RMC Découverte. À la une de l'actualité, la reprise du secteur aérien sera-t-elle suffisante pour redresser les comptes d'Air France? La compagnie aérienne publie ce matin ses résultats semestriels. Ils devraient être de nouveau plombés par la crise sanitaire. L'an dernier, la compagnie avait annoncé une perte record de 7 milliards d'euros. On va bien sûr y revenir ce matin longuement dans Good Morning Business. C'est l'heure des comptes également pour Renault. Le constructeur automobile présente ses résultats sur fond de reprise économique et de nouvelles stratégies commerciales. Au début de l'année, le nouveau patron de Renault, Luca De Meo, avait annoncé la fin de la course au volume et une priorité à la rentabilité. Et puis dans l'actualité également, le rebond de l'économie française. On connaîtra ce matin les chiffres du PIB pour le deuxième trimestre. Les économistes prévoient une hausse de 0,8% après un très léger tassement sur les 3 premiers mois de l'année. L'économiste Christian de Boissieu sera avec nous pour commenter ces chiffres tout à l'heure à 7h45. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Il est tout juste 6h, on commence par un premier point sur l'actualité économique avec Claire Sergent. Bonjour. Bonjour. Et à la une, on connaîtra les résultats de Renault dans 2 heures, des résultats qui vont être scrutés de près. Avec cette question, le changement de stratégie lancé par le nouveau directeur général du groupe, Luca De Meo, va-t-il permettre de redresser la barre? La fin de la course au volume va-t-elle porter ses fruits? Julien Rizzo. Vendre moins mais mieux, c'est l'objectif du plan Renaulution de Luca De Meo. Résultat, au premier semestre, les ventes du groupe ont certes grimpé de près de 19% sur un an, mais sont toujours en retrait de plus de 24% par rapport à 2019. Le constructeur perd ainsi du terrain dans 12 de ses principaux marchés. Une baisse des ventes liée à la nouvelle politique commerciale du constructeur qui privilégie la rentabilité plutôt que les volumes. Ce sera donc la marge qui sera scrutée par les marchés tout à l'heure. Car tout n'est pas encore gagné. Un véhicule sur 4 vendu en Europe sous la marque Renault est un véhicule électrifié à un prix souvent plus élevé qu'un véhicule thermique. Pour autant, la batterie représente 80% de la valeur de ces voitures et Renault n'a pas encore sa propre usine de batterie. Le groupe devra donc attendre la création de son pôle électrique à Douai en 2025 pour récupérer tous les bénéfices de sa nouvelle stratégie. Toujours au chapitre des résultats, ceux des laboratoires pharmaceutiques évidemment battent des records, à commencer par Pfizer-BioNTech. Oui, le laboratoire annonçait hier qu'il prévoit de vendre pour 33,5 milliards de dollars de vaccins d'ici la fin de l'année et prévoit un chiffre d'affaires en hausse de près de 8 milliards, entre 78 et 80 milliards d'ici la fin de l'année. Et il y a évidemment un point commun entre tous les résultats qui ont été publiés dans le secteur pharmaceutique. Oui, on a eu aussi les résultats de Sanofi hier, pour en citer un, et qui a vu son bénéfice net chuter, mais qui revoit ses prévisions à la hausse. Et bien le point commun, Stéphane, c'est que les activités et médicaments hors Covid repartent à la hausse. Tous les laboratoires constatent une reprise de la demande interrompue par la crise sanitaire. Hélène Cornet. Les ventes du Dupixent, le médicament vedette de Sanofi contre l'asthme et la dermatite atopique, n'ont jamais été aussi élevées, avec une croissance de 45% au deuxième trimestre à 1,2 milliard d'euros. Même chose pour Merck et son traitement phare contre le cancer, 3,5 milliards d'euros en hausse de 23%. La patronne du britannique GSK se montre optimiste pour la fin de l'année. La vaccination, dit-elle, devrait permettre un retour à la normale des systèmes de santé et donc une reprise des ventes des traitements de maladies qui étaient passés au second plan avec le Covid. Car pour les laboratoires qui n'ont pas mis au point le fameux sérum contre le virus, la période a été plutôt compliquée. Il y a eu toutes les opérations déprogrammées, examens non pratiqués, absence de suivi des maladies chroniques ou des rappels vaccinaux classiques. En se protégeant du Covid, on s'est aussi protégé contre les maladies saisonnières. La grippe et la gastro ont disparu des radars. Les ventes de médicaments sans ordonnance ont chuté de 9,4% l'an dernier. Et Israël appelle les plus de 60 ans à recevoir une 3e dose de vaccin Pfizer en Israël. Et dans cette saison des résultats, un chiffre hier a surpris, une perte assez importante pour Orange, l'opérateur télécom. Oui, une perte nette de 2,76 milliards d'euros au premier semestre. Mais le groupe l'explique par une dépréciation de ses actifs en Espagne. La filiale espagnole qui est en difficulté, nous dit Ramon Fernandez, le directeur général délégué Finance, Performance et Développement chez Orange.
Nous sommes dans un pays où il y a une récession importante. L'Espagne, 17% du PIB, c'est le tourisme, donc l'économie va pas très bien. Le secteur télécom est très impacté, et donc il n'y a plus de visiteurs, il n'y a plus de recettes de ce qu'on appelle le roaming. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'acteurs, et donc Orange Espagne, effectivement, depuis maintenant 2 ans, est en décroissance. En revanche, il y a un plan de redressement qui est engagé. On a nommé un nouveau directeur général, et beaucoup de décisions ont été prises sur la simplification des marques. Il y a eu malheureusement un plan de départ volontaire. C'est une phase difficile pour Orange en Espagne, mais c'est temporaire. Les décisions sont prises, il y aura un rebond et donc on retrouvera de la croissance qu'on prévoit en 2023. Un signe que la reprise économique est bien enclenchée, le chômage partiel recule en France. Oui, 1,3 million de salariés ont bénéficié du dispositif en juin. C'est 1 million de moins qu'en mai. Et surtout, cette baisse, elle est significative dans les secteurs durement touchés par la crise. Marion Ressel. Le nombre de salariés au chômage partiel atteint son niveau le plus faible depuis septembre 2020. La baisse sur un mois atteint 42%. Au plus fort de la crise, au printemps 2020, 9 millions de personnes étaient concernées. La réouverture des commerces, restaurants et lieux de tourisme a permis un véritable rebond de ces secteurs. Le recul du chômage partiel atteint 67% dans le commerce, 40% dans l'hébergement-restauration. Néanmoins, ces secteurs restent aussi les plus concernés par le dispositif. 300 000 salariés pour le commerce, 403 000 pour l'hébergement-restauration. Malgré l'amélioration de la situation, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, promet de maintenir, comme prévu, une couverture à 100% pour les secteurs où la perte d'activité serait supérieure à 80%. Et on connaîtra tout à l'heure à 7h30 la première estimation de la croissance française pour le 2e trimestre. Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, sera avec nous à 7h45 pour en parler. Et Alain Grizel, ministre des petites et moyennes entreprises, est convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris pour des déclarations de patrimoine incomplètes. Date de comparution le 22 septembre. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avait saisi la justice le 24 novembre l'année dernière. Un satellite de plus dans l'espace, mais celui-ci est révolutionnaire. Eutelsat Quantum, c'est son nom. Ce satellite de télécommunication doit quitter la Terre à bord d'une fusée Ariane 5. Il a la particularité d'être reconfigurable à tout moment. Depuis le sol, il pourrait bien s'imposer comme le nouveau standard des satellites de télécommunication. Jean-Baptiste Huette. Un satellite pour les remplacer tous. C'est un peu l'esprit d'Eutelsat Quantum. Niché à 36 000 km d'altitude, ce satellite géostationnaire va couvrir un tiers du globe et arroser l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Capable de fournir Internet sur des paquebots ou à bord des avions, mais aussi d'assister des gouvernements de façon ponctuelle lors de catastrophes naturelles. Son secret, une personnalisation et une flexibilité sans égale. Grâce à des logiciels complexes et ses 8 faisceaux, il est capable quasiment en temps réel d'ajuster à volonté et à la demande sa couverture, sa bande passante, ses fréquences. Là où il fallait parfois 2 ou plusieurs satellites pour gérer plusieurs demandes, un seul suffit désormais. Une technologie mise au point par Airbus Defence and Space avec l'Agence spatiale européenne via un partenariat public-privé. Il est prévu pour durer une quinzaine d'années. Il permet surtout à l'Europe de reprendre un peu la main dans le marché des satellites de télécommunication, un marché très compétitif où les États-Unis et la Chine ne sont jamais loin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Claire, on se retrouve tout à l'heure à 6h30. On va regarder maintenant la séance de ce vendredi à la Bourse de Paris.